Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. Dernière mise au point et ultime meeting pour les candidats à la primaire socialiste avant le scrutin de dimanche au Bataclan ce soir. François Hollande appelle au plus large rassemblement autour de sa candidature. Depuis Lille, Martine Aubry insiste sur la clarté de ses positions. Un sondage Opinionway, Le Figaro à paraître demain, place le député de Corrèze en tête avec 53% des suffrages contre 47% pour sa rivale. Mais la maire de Lille progresse. En attendant, Arnaud Montebourg hésite toujours. Et puis face aux socialistes, la riposte s'organise à droite. Ouverture aujourd'hui des journées parlementaires de l'UMP à Saint-Cyr-sur-Loire. Les ténors de la majorité espèrent bien attirer l'attention sur leurs propositions et refermer la parenthèse primaire. Analyse à suivre d'Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro, dans un instant. Et puis ce n'est qu'un projet, mais il suscite déjà la polémique. L'évaluation en maternelle permettant de détecter les éventuelles difficultés d'apprentissage des jeunes enfants suscite un tollé. Les syndicats dénoncent un projet absurde et effrayant. Le ministère de l'Éducation se défend et rejette l'idée d'un classement. Alors qu'en est-il vraiment? Nous verrons tout cela tout à l'heure. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Classé sans suite. La plainte de Tristan Banon contre Dominique Strauss-Kahn pour tentative de viol en 2003 n'ira pas plus loin. Ainsi en a décidé le parquet. Devant les policiers, il y a 2 semaines, DSK avait reconnu qu'il avait tenté d'embrasser la jeune femme qu'il a alors repoussée. La justice estime qu'il y a bien eu agression sexuelle, mais que les faits sont prescrits. On écoute tout de suite la réaction des avocats et des 2 parties. Entre une déception et une immense joie, parce que le combat que nous avons livré au plan judiciaire est consacré par une décision du parquet qui reconnaît noir sur blanc ce que nous sommes en train de vous dire depuis le début, c'est-à-dire qu'il y a eu un abus sexuel, une agression sexuelle de la part d'un délinquant sur une victime. Nous sommes satisfaits, c'est l'essentiel, c'est le classement, c'est-à-dire que cette affaire n'a pas de suite et c'est le parquet qui dit qu'il n'y a pas de charge, c'est pas nous, c'est le parquet là. Hein. Et pour le reste, eh ben, nous sommes surpris que le parquet dise qu'il a reconnu quelque chose qu'il n'a jamais reconnu. Et à noter que l'avocat de Tristan Banon confirme qu'une nouvelle plainte sera déposée par sa cliente avec constitution de partie civile contre Dominique Strauss-Kahn dans les prochains jours. Dans l'actualité, il n'y a pas eu de guerre des roses hier lors du débat des primaires socialistes, juste quelques échanges musclés entre Martine Aubry et François Hollande qui se retrouvent sur la majorité des thèmes. Alors pour tenter de convaincre et de se différencier, les 2 finalistes jouent chacun sa partition. La clarté pour elle, le rassemblement pour lui. François Hollande l'a d'ailleurs longuement rappelé ce soir au Bataclan où il est en meeting. Margot Aubrio. Salle comble, musique pop et ambiance survoltée, acclamé par ses supporters, François Hollande y croit. Le futur président, c'est lui. J'appelle à la tribune le futur président de la République. Cette candidature qui peut demain avoir la force nécessaire pour devenir la candidature qui permettra la victoire en 2012. Dernier meeting et à 2 jours des primaires, un mot est sur toutes les lèvres, la confiance. Confiant. François Hollande est arrivé en tête, qu'il bénéficie d'un certain nombre de soutiens, qu'une dynamique s'organise autour de lui. Le vote du 2e tour n'aura rien à voir avec le premier. C'est un vote qui va se concentrer autour de qui est le plus prêt, qui est prêt à affronter Sarkozy. Je crois qu'on peut être assez rassuré. L'heure est au remerciement à ceux qui ont rallié son clan, Manuel Valls et Jean-Michel Bailey. Remerciement surtout à son soutien de la dernière heure, Ségolène Royal, absente aujourd'hui. Merci à Ségolène d'avoir compris, au-delà de tout, qu'il y avait une responsabilité. Un enjeu. Un devoir même. Une victoire large, voilà ce que François Hollande espère maintenant, la seule manière de rassembler la gauche pour battre Nicolas Sarkozy.
Et à noter que 39 sénateurs et sénatrices socialistes sont appelés aujourd'hui à soutenir Martine Aubry pour le second tour de la primaire socialiste en saluant, je cite, son courage et sa volonté de changer les choses. Parmi eux notamment Catherine Tasca, David Assouline ou encore Marie-Noëlle Lienemann qui avaient déjà depuis un certain temps manifesté leur soutien pour la maire de Lille. Lui ne s'est pas encore prononcé pour l'un ou l'autre des candidats et d'ailleurs le fera-t-il? Personne ne le sait. Pas même son entourage. Arnaud Montebourg hésite toujours. Il a reçu en début de soirée la lettre de réponse à ses propositions de François Hollande après celle de Martine Aubry hier. Il ne lui reste donc qu'à se décider. Benoît Sarrade et Patrick Jean-Pierre. Capitaliser au maximum sur ces 17% aux primaires, c'est la stratégie d'Arnaud Montebourg pour continuer d'exister dans la campagne socialiste. Le problème, c'est qu'en faisant trop, il a créé le cafouillage sur ses intentions à venir. Alors dans la foulée, il laisse entendre qu'il soutiendra ni l'un ni l'autre. Vous pourrez éventuellement ne pas donner de consigne de vote. C'est tout à fait possible et c'est une hypothèse que je n'écarte pas. Le lendemain, un revirement. Arnaud Montebourg soutiendra l'un des deux finalistes. Je suis capable moi-même de faire des choix et donc je ferai certainement un choix. Choix qu'il conditionne dans une lettre ouverte à la reprise par l'un ou l'autre des candidats de ses thèmes favoris de campagne. Martine Aubry est la plus prompte à dégainer. Mercredi soir, après son débat avec François Hollande, elle adresse une lettre à Arnaud Montebourg en reprenant notamment l'idée d'une 6e République. Aujourd'hui, c'est François Hollande qui a fait sa déclaration. Pour les supporters de l'élu de Corrèze, Arnaud Montebourg a maintenant toutes les cartes en main pour faire son choix. C'est à lui de dire ce qu'il ressent à travers les 2 courriers qu'il a reçus. Ce soir, pourtant, au meeting de François Hollande, tout le monde espérait que les supporters d'Arnaud Montebourg viendraient bientôt les rejoindre. L'invité du 22h, il est économiste et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Thomas Piketty, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors, vous avez sûrement suivi le débat hier. Les finalistes à la primaire PS ont beaucoup parlé de la situation économique. Est-ce que tous deux, selon vous, sont suffisamment conscients de la gravité de la situation? Oui, ça je pense que oui. Je pense qu'on a quand même 2 candidats qui, moi, me semblent beaucoup plus compétents et rigoureux sur le plan économique que le président sortant, qui a quand même gaspillé l'argent public avec une belle constance depuis 4 ans, en allant dépenser des milliards d'euros sur des cadeaux aux plus riches, tout ça dans un contexte de finances publiques extrêmement dégradé, avec un déficit budgétaire très fort. On se retrouve quand même dans une situation où en 2012, l'impôt sur la fortune rapportera 2 fois moins qu'en 2007. Donc on l'aura divisé par 2. Les droits de succession auraient été énormément abaissés par rapport en 2007. Alors c'est merveilleux comme ça de baisser ses impôts, sauf que dans le même temps, le déficit s'est extraordinairement aggravé. C'est tout simplement irresponsable. Voilà pour le tableau noir, peut-être noirci. De ce point de vue-là, je veux dire, c'est important. On a deux candidats socialistes qui sont pas parfaits, qui ont leurs imperfections, et on va parler de ça ensuite, mais qui sont quand même globalement, qui me semblent beaucoup plus responsables sur le plan budgétaire que ce qu'on a au pouvoir actuellement. Hier, il y avait aussi beaucoup de promesses, comme par exemple les 60 000 postes dans l'éducation nationale. Si la gauche gagne, elle risque de se retrouver coincée entre ses promesses, celle-ci notamment, et la réalité, et au final, il y aura la frustration. Oui, il faut pas en faire trop. Là, c'est 2 milliards d'euros, 2 milliards et demi en fin de mandat, les 60 000 postes. Bon, c'est vrai qu'il faut quand même les comparer aux 5 milliards des exonérations sur les heures supplémentaires, 5 milliards de TVA dans la restauration, 3 milliards de perdus sur l'impôt sur la fortune au total entre 2007 et 2012. Donc, bon, globalement, on reste, les 2 candidats socialistes restent raisonnables, mais c'est vrai qu'il faut faire attention, et je crois qu'ils peuvent encore s'améliorer. C'est-à-dire que qui que ce soit qui gagne entre Aubry et Hollande... Pourquoi peuvent-ils s'améliorer selon vous d'ailleurs? Si on prend côté Hollande par exemple, on voit il a l'air capable d'évoluer. Par exemple sur le cumul des mandats, on a eu l'impression qu'il évoluait. Sur le plan strictement économique, c'est vrai que ce serait bien, je pense, sur le contrat de génération, qu'ils finissent par entendre les critiques. Moi, je connais personne, économistes ou simplement personnes suivant la politique de l'emploi et du chômage dans ce pays, qui soutiennent cette idée du contrat de génération. Sur le papier, comme ça paraît plutôt sympathique comme idée. Les économistes ne soutiennent pas que... Non, c'est pas les économistes, c'est juste toutes les personnes qui suivent les politiques de l'emploi et de chômage en France. Parce que Michel Sapin, qui est dans l'équipe aussi de François Hollande, qui est reconnu quand même pour sa compétence économique, la soutient? Écoutez, quand on est pris dans un combat partisan, peut-être on se retrouve à soutenir des choses des fois. Moi, en tout cas...
Ce qu'on peut dire, vous savez, c'est pas une question idéologique, c'est juste d'essayer de faire en sorte que ça marche. Et moi, je veux dire, moi, je suis pas un membre du Parti socialiste et je suis pas engagé pour l'un ou l'autre candidat. Vous n'avez pas pris position, non. Contrairement en 2007, hein, vous étiez non, derrière Ségolène Royal. Non, non, pas du tout. Bon 2007 dans les primaires, pas du tout. Genre, en 2007, alors ensuite dans le combat contre Nicolas Sarkozy, c'est vrai, j'ai pris mes responsabilités et vu ce que Nicolas Sarkozy a fait depuis 5 ans, j'ai pas regretté. Donc là, vous serez derrière le gagnant. C'est plus simple. C'est pas le vrai. Attendez, moi je suis universitaire, je cherche pas, vous savez, je cherche rien d'autre que de faire mon métier d'universitaire. Les querelles internes au Parti socialiste, c'est pas vraiment mon sujet. Donc simplement, ce qu'il faut quand même voir pour revenir quand même sur le contrat de génération une seconde, c'est que quand vous faites des exonérations de charges sociales à chaque fois que vous embauchez un jeune et que vous conservez un senior, puisque c'est ça la proposition. Le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui, de toute façon, aller embaucher un jeune et aller conserver les seniors, parce qu'on licencie quand même pas tous les seniors dans ce pays et on n'embauche quand même pas 0 jeune. Et donc toutes ces entreprises, vous avez ce qu'on appelle simplement un effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'on va dépenser énormément de milliards et ça représente quand même beaucoup d'argent. Donc là, je crois qu'il faut que la suite de la campagne permette aussi d'évoluer là-dessus. Les deux, François Hollande et Martine Aubry, ont plaidé hier pour un déficit ramené à 3% à l'horizon 2013. François Hollande est allé plus loin en parlant de 0% en 2017, mais les deux mèneront une politique d'austérité. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a une conversion idéologique du PS à l'austérité. Vous savez, ça fait 20 ans que dans tous les pays, la dette est de droite. Et la dette est l'ennemi de la gauche. Si vous reprenez tous les pays, c'est la droite qui a creusé la dette. La dette a commencé avec la droite. C'est un fait. Non, mais si vous voulez, la stratégie visant. On peut croire, vraiment. Non, elle n'a pas commencé avec la droite, mais la dette est l'ennemi de la gauche parce que si vous voulez payer des professeurs, comme le disait François Hollande, il ne faut pas que vous consaquiez tout cet argent aux intérêts de la dette. Tout le monde, la dette. Elle est l'ennemi de tout le monde, mais je dirais que ceux dont le but est plutôt de restreindre le périmètre d'intervention de l'État, typiquement la stratégie de Reagan ou de Bush aux États-Unis, a à chaque fois consisté à aggraver la dette pour ensuite obliger à tailler dans les dépenses. Parce que vous voyez, une fois que vous accumulez un stock de dette trop important, il y a un moment où la seule solution, vous ne pouvez plus juste augmenter les impôts, vous êtes obligé de tailler très franchement dans les dépenses. Et c'est pour ça que c'est plutôt Bill Clinton aux États-Unis qui a réduit la dette, alors que Reagan et Bush, avec une belle constance, l'ont augmenté. Et je vous ferai remarquer quand même qu'en France, c'est un gouvernement socialiste qui a fait respecter les critères de Maastricht. Et si la droite avait su comment les faire respecter, je pense qu'ils n'auraient pas dissous l'Assemblée nationale en 1997. Mais c'est une idée de droite d'inscrire la règle d'or dans la Constitution. Mais cette règle d'or est absolument pas contraignante. Non, franchement, attendez, il faut regarder les faits de façon froide et clinique. On se retrouve dans une situation où en 2012, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les successions vont rapporter beaucoup moins d'argent qu'en 2007 à législation constante. Alors que dans le même temps, on a eu une crise mondiale, une crise des finances publiques, que déjà, de toute façon, la situation évidemment aurait été dure. Et en plus, on va gâcher comme ça des milliards d'euros d'argent public pour faire des cadeaux à une clientèle électorale. C'est tout simplement pas raisonnable. La dette, on en a beaucoup parlé hier. Il y a un mot qui n'a pas été prononcé sur un autre sujet, c'est la démondialisation. Est-ce qu'ils ont eu raison, les deux candidats, de ne pas en parler? Parce que finalement, on n'est pas crédible de parler de démondialisation quand on veut présider aux destinées d'un pays. Oui, moi j'aime pas trop ce mot-là. Je crois que les deux principaux candidats non plus. En même temps, là où Arnaud Montebourg incarne une certaine audace par rapport à ces deux candidats principaux qui parfois en manquent un petit peu, donc moi je comprends aussi que Arnaud Montebourg ait rencontré du succès. Et c'est vrai, le point important, je pense que le mot démondialisation n'était pas très bien choisi, mais le point important, c'est qu'il ne faut pas se priver de l'arme douanière quand il le faut. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mener des négociations avec des pays, que ce soit avec la Chine, mais aussi avec des paradis fiscaux. Donc le bâton douanier pour les méchants pays étrangers. Oui, vous savez, il y a une façon très simple, c'est si vous voulez faire signer des conventions fiscales, mais vraiment contraignantes avec les paradis fiscaux, pas le type de déclaration d'intention qu'on a eu ces dernières années, mais des choses vraiment contraignantes, vous êtes obligé d'avoir un bâton. À la limite, c'est pas forcément pour l'utiliser en pratique, c'est-à-dire que le but, c'est pas forcément de barricader le pays, parce que dans le fond, les échanges internationaux, c'est plutôt une bonne chose pour tout le monde, à condition de pouvoir imposer des règles du jeu social, fiscal, qui soient justes et qui soient bonnes. Et ça, pour pouvoir les imposer, on a besoin d'une arme commerciale dans beaucoup de cas. Dernière question, Thomas Piketty, c'est votre vision, là que je vous pose la question sur votre vision. C'est une longue crise que nous traversons avec de multiples rebondissements. D'ailleurs, les économistes n'ont pas tous vu ce rebondissement. À défaut d'avoir vu venir la crise, est-ce que vous savez quand on peut en sortir, on va en sortir? Un horizon?
Dans le cas de la crise européenne, on voit bien que la solution, c'est vraiment un gouvernement européen, un gouvernement économique européen. C'est pas normal que depuis 1 an et demi, la crise grecque, les premiers grands sommets qui étaient censés tout régler, c'était au printemps 2010, on est à l'automne 2011. C'est pas normal que tous les 2 mois, on réannonce que en fait le coup d'avant n'était pas le bon, et il va falloir un nouveau sommet. Qu'est-ce qui a vraiment changé pendant l'été dans la situation des finances publiques grecques qu'on se connaissait pas en juillet? On avait eu un grand sommet en juillet, le 20 juillet, qui était censé tout régler, et alors on s'est rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup d'incompétences quand même dans la gestion de ce dossier. On n'est pas sorti d'ici. Non, parce que les réponses, à chaque fois, on a un temps de retard en termes de réponses, alors que dans le fond, les réponses sont assez simples, c'est-à-dire qu'il faut se mettre ensemble au niveau européen, uniquement au niveau franco-allemand s'il le faut pour commencer, et accepter évidemment les pertes de souveraineté qui vont avec. C'est-à-dire qu'on est trop petit comme pays, et y compris l'Allemagne est trop petite pour peser dans la mondialisation aujourd'hui et pour réguler les marchés financiers. Et dit sûrement que demain, les ministres des Finances du G20 en parleront puisqu'ils se réunissent à Paris. Sans doute, ça, ils parlent beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci Thomas Piketty. Pas question de paraître ébloui par la primaire PS. Après avoir été déstabilisé par le succès du concept, la droite contre-attaque, notamment lors de ces journées parlementaires lancées aujourd'hui à Saint-Cyr-sur-Loire. On en parle dans un instant avec l'éditorialiste du Figaro, Yvan Rioufol. Mais d'abord, on va revenir sur l'ambition déclarée pour Paris du Premier ministre. François Fillon se voit comme le sauveur de la capitale aux législatives de 2012, Paul Bouffard. Discrètement, il déclare sa flamme à Paris. Pour certains élus de droite, François Fillon arrive comme un sauveur. Dans une fédération en voie d'implosion, la candidature du Premier ministre pourrait bien redonner des couleurs à l'UMP parisienne. L'engagement de François Fillon pour Paris, c'est une très bonne chose. On a besoin de s'unir, on a besoin de se rassembler, on a besoin de dépasser tous les clivages parce qu'on a besoin de parler aux Parisiennes et aux Parisiens. Une candidature qui arrange bien des choses. Ainsi, Jean-François Copé, secrétaire général de l'UMP, avait pressé François Fillon de mettre les mains dans le cambouis. Depuis, les deux hommes auraient conclu un pacte. Copé aide Fillon à Paris et Copé conserve son poste à l'UMP. Mais à droite, ce parachutage ne fait pas l'unanimité. Certains se sentent même attaqués sur leur terrain. Pour Rachida Dati, maire du 7e arrondissement, le Premier ministre vient chercher une circonscription de confort. Les Parisiens, c'est un lot de consolation. On arrive, on se planque et hop, c'est vous qui l'avez dit. Ils veulent nous aider à reconquérir Paris, mais bienvenue au club. Nous, on fait que ça. Et qu'il aille reconquérir les circonscriptions qu'on a perdues sur des divisions à droite. Le courage, il est là, et le défi, il est là. C'est bien d'un niveau d'un Premier ministre. Jean Tibéry, député maire du 5e arrondissement, propose lui de s'effacer devant la candidature Fillon, lui offrant sa circonscription. Samedi, dans le département où il est élu depuis 1981 et devant les maires de la Sarthe en congrès, François Fillon pourrait bien faire ses adieux à son fief. Et de manière plus générale, la contre-attaque de la droite, on en parle avec Yvan Rioufol. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, éditorialiste au Figaro. Alors la droite organise sa contre-attaque, notamment lors de ces journées parlementaires. Après un long épisode des primaires PS, quel peut être l'angle de l'attaque, la stratégie ? Déjà de reprendre un peu d'air, de reprendre la main, parce qu'on a assisté malgré tout à un véritable pilonnage médiatique. Je crois que ça a été l'expression de Nicolas Sarkozy, mais c'est vrai qu'elle n'est pas fausse. Un pilonnage médiatique sur les primaires, naturellement, mais qui avait commencé même avant. Alors, ce n'était pas un pilonnage avec l'affaire Dominique Strauss-Kahn, rappelez-vous, qui avait quand même aussi mobilisé l'opinion sur un autre aspect du Parti socialiste, bien entendu, mais qui ne donnait pas de fenêtre d'ouverture, si je puis dire, en tout cas, pas d'espace pour la droite pour se faire entendre. Et là, il est évident que le Parti socialiste très habilement survendu sa novation, c'est peut-être la seule novation qu'il proposera, qui est cette primaire, qui n'est d'ailleurs pas une novation, parce qu'elle existe un peu partout et qu'elle avait été proposée par la droite en premier. Mais enfin, c'est vrai qu'il l'a très bien vendue, il l'a survendu, et qu'en plus de cela, il a vendu cette bulle médiatique qui a porté jusqu'à présent François Hollande, et qui d'ailleurs commence à se dégonfler, qui pourrait nous apporter quelques surprises dimanche, on verra bien. Mais vous voyez des résultats serrés, peut-être. Je vois cette bulle qui se dégonfle, c'est tout. Je ne sais pas si elle se dégonflera au point de louper sa cible, mais en tout cas, il y a ce phénomène-là qui se passe. On a aussi entendu le chef de l'État contre-attaquer lui-même directement, et puis François Fillon parlait d'un concept moderne en parlant des primaires. Comment vous expliquez il y a cette un cacophonie ? cafouillage qui m'a semblé inutile. C'est vrai que la droite n'avait pas à se déchirer sur ce problème-là, qui me paraît un bon problème. C'est-à-dire que naturellement, la droite a raison de dire que cette primaire ouverte ne la concernera pas en 2012.
parce que les statuts font que le président sortant se présente simplement devant le Congrès. Encore, je ne suis même pas sûr qu'il demande au Congrès de l'UMP de l'adouber, je ne suis pas sûr, il faut vérifier. Mais il est évident que cette primaire ouverte répond à un déficit politique. Je veux dire que c'est pour ça que Nicolas Sarkozy lui-même est sorti de sa réserve lui-même plutôt que les ténors de la majorité. Il n'aurait pas dû parce que le dossier n'est pas plaidable. Je pense que ce déficit de la démocratie représentative nécessite de réinjecter de la démocratie et c'est à la droite, au contraire, de reprendre cette idée-là et même de la régénérer parce que bon, on pourrait faire un bilan, je ne sais pas si on aura le temps, de ce qu'ont été ces primaires. Un bilan positif, mais en même temps avec des résultats un peu décevants. Et je pense que la droite doit reprendre cette idée, d'abord pour les présidentielles de 2017, mais également insuffler ce manque de démocratie dans d'autres prises de décision. Ça pourrait être les référendums d'initiative populaire, ça pourrait être les grands débats publics sur des grands sujets de société. On a compris que les citoyens français avaient besoin de participer au débat public. Donc il faut donner aux citoyens français la possibilité de participer au débat public, que ce soit par des primaires ou autre chose. Mais les primaires ne sont pas très content de vous entendre mais bien ce soir. sûr, mais Ségolène Royal avait raison. Trop tôt. Trop tôt, sûrement. Yvan Rioufol, vous avez parlé de résultats décevants de ces primaires. L'UMP dit qu'il va organiser une convention pour passer à la moulinette le programme du PS. En écoutant le débat hier et puis depuis quelques semaines, qu'est-ce qui peut être utilisé, on va dire entre guillemets, par la droite ? Il y a deux choses qui, moi, me sautent aux yeux. D'abord, le résultat de ces primaires, qui est de remettre sur la place publique deux vieilles figures de la politique, deux anciens secrétaires généraux du Parti socialiste, deux hommes et femmes d'appareil. Je vais préciser qu'à l'instant, justement, Martine Aubry vient de qualifier François Hollande de candidat du système. Mais elle l'est aussi, sauf qu'elle se présente, elle a une posture effectivement plus habile de contestataire qui renvoie à Hollande sa stature aujourd'hui de notable un peu guindé. Mais ils le sont tous les deux. Et donc la primaire a donné ça. Mais c'est vrai qu'elle a donné malgré tout la parole, une parole nouvelle, libérée avec Montebourg et avec Valls, qu'on n'a pas suffisamment entendu. Mais la droite va critiquer les candidats du système avec un président sortant ? Non, mais là, c'est pas la critique de la droite, c'est ma critique à moi. Je pense que la critique de la droite sera plus efficace si elle pointait les sujets qui n'ont pas été abordés. Il y en a énormément. C'est-à-dire que là, on a beaucoup parlé de la dette et comment, naturellement, en faisant d'ailleurs un diagnostic qui peut être contestable, disant que la dette était le résultat d'une crise du capitalisme et de la faute des banques. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est l'endettement des États, c'est-à-dire que c'est la faillite des États-providence. C'est presque la faillite du socialisme, en l'occurrence. Donc peut-être pour le pointer là-dessus. Et surtout, il y a eu des grands débats qui n'ont pas été abordés du tout. L'Europe, la crise de l'État-providence, la crise des cités. Il y a eu un rapport très récent qui est paru disant qu'il y avait une réislamisation des cités. Ça mériterait quand même au moins un minimum que les grands partis s'y intéressent, d'autant que c'est un des sujets qui fait monter le Front National. Plus que lors du troisième débat où il était un petit peu question quand même des quartiers prioritaires. Ça a été évacué en un quart d'heure. Et donc je pense que la droite aura plaisir, j'imagine, à pointer ces insuffisances et à pointer ces sortes de lâchetés politiques qui consistent à évacuer les sujets les plus dérangeants pour ne retenir que le plus facile, c'est-à-dire de s'en prendre aux banquiers, ce qui me paraît un peu court. Merci beaucoup Yvan Rioufol pour votre analyse. Merci à vous. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est signé ce soir Simon Barbary. Nouveau rebondissement dans l'affaire Bettencourt. Des perquisitions ont eu lieu ce matin au cabinet des anciens avocats de la milliardaire. Depuis septembre dernier, le parquet de Bordeaux étudie les abus de faiblesse supposés que subirait l'héritière de L'Oréal de la part de son entourage. En cause, Pascal Willem, le gestionnaire de fortune et ancien défenseur de Liliane Bettencourt. Sa fille unique, Françoise Bettencourt-Meyers, l'accuse de conflit d'intérêts et demande sa révocation. Perquisitionné lui aussi, Georges Kejman a déclaré « Il n'y a rien dans mes dossiers qui puisse conduire à un reproche ». Des élections invalidées au Sénat, le Conseil constitutionnel a été saisi cette semaine de plusieurs requêtes concernant le dernier scrutin sénatorial. 16 sénateurs, parmi lesquels Roger Carucci, Serge Dassault ou encore Valérie Létard font l'objet d'un contentieux. Les 9 sages ont 10 jours pour décider de la suite de la procédure. Toute l'Europe était suspendue à cette décision. Le Parlement slovaque a finalement approuvé lors d'un second vote le Fonds européen de stabilité financière. 440 milliards pour sauver l'euro. Cet après-midi, l'issue positive a été rendue possible grâce au soutien de l'opposition social-démocrate. Le parti s'était abstenu il y a 2 jours. Dernier des 17 pays de la zone euro à se prononcer, la Slovaquie permet ainsi l'entrée en vigueur de cet outil incontournable contre la crise de la dette.
pas d'alternative à mon gouvernement, c'est ce qu'a déclaré aujourd'hui Silvio Berlusconi devant les députés italiens. Devant un hémicycle déserté par l'opposition, El Cavaliere a demandé au Parlement de voter demain matin la confiance de son gouvernement. Affaibli par 3 procès et plusieurs scandales sexuels, Silvio Berlusconi a assuré qu'il achèverait les réformes institutionnelles de son pays. Ce n'est qu'un projet, mais il suscite déjà la polémique. L'évaluation en maternelle permettant de détecter les éventuelles difficultés d'apprentissage des jeunes enfants suscite un tollé. Les syndicats dénoncent un projet absurde et effrayant. Le ministère de l'Éducation, de son côté, se défend et rejette l'idée d'un classement. Alors qu'en pensent les responsables politiques de droite et de gauche? On voit tout cela avec Flora Sauvage. Il s'agirait pour les professeurs de classer les enfants en 3 catégories. Catégorie rien à signaler, à risque ou à haut risque. La mesure fait grincer des dents à gauche, car ce nouveau dispositif n'est pas sans rappeler la proposition faite par le gouvernement en novembre 2010 de déceler les troubles du comportement dès l'âge de 3 ans. Cette proposition est à la fois dangereuse et surtout inefficace. Dangereuse parce qu'elle va se traduire par un tri, une sélection, une stigmatisation des élèves. Et puis ensuite, c'est inefficace parce que nous savons que pour lutter contre l'échec scolaire, d'autres solutions existent. Même son de cloche chez certains sénateurs opposés à cette évaluation. Je n'aime pas beaucoup le vocabulaire. J'aime pas cette idée d'un enfant à risque. Peut-être qu'en France, il faut qu'on passe d'une pédagogie de la notation vers une pédagogie plus fréquente d'ailleurs, dans les pays nordiques notamment, où on valorise ce que l'enfant fait bien. Mais chez d'autres, à droite, la mesure est approuvée, notamment lorsqu'il s'agit d'évaluer les comportements à risque. Ce classement est tout simplement un classement opérationnel et ça va surtout permettre de déceler les lacunes et les rattrapages à mettre en œuvre, bien évidemment. Donc c'est une mesure qui est très saine. Face à la levée de boucliers des syndicats, pas sûr que l'évaluation, qui ne devrait pas être rendue obligatoire, soit réalisée par les professeurs cette année. Et pour parler de ce projet d'évaluation en maternelle, notre invitée Christine Passerieux, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes responsable nationale du groupe français d'éducation nouvelle. Je rappelle que c'est un groupe de recherche indépendant. Vous êtes aussi l'auteur de ce livre, La maternelle, première école, premiers apprentissages. Que pensez-vous d'abord de ce projet ? Je le trouve tout à fait inquiétant, à la fois parce qu'il me semble que les missions de l'école sont un peu oubliées, qui sont des missions essentiellement d'enseignement, au profit d'une évaluation systématique à tous les étages, qui entraîne à une course d'obstacles des élèves, plutôt que de leur laisser le temps de s'installer dans les apprentissages, ce qui demande infiniment de temps. Mais c'est contradictoire, on ne peut pas enseigner, transmettre le savoir sans noter. Alors, les évaluations sont indispensables et font partie intégrante du travail quotidien d'un enseignant. Mais là, on n'est pas sur des logiques d'évaluation, c'est-à-dire de ce qui va permettre à l'enseignant de faire son métier, c'est-à-dire de prendre en compte où en sont les élèves pour leur permettre à tous d'avancer. On est dans des logiques de stigmatisation et de tri individuel. Il y a une logique très forte d'individualisation qui d'ailleurs est la logique de tout le système actuellement, qui isole les enfants les uns des autres et trie, et on sait très bien qui est trié et qui va être à haut risque. Et si vous voulez, cette expression de haut risque, se dire qu'à 5 ans on est un enfant à haut risque, je ne sais pas comment on peut commencer correctement une vie d'adulte, enfin une vie d'enfant qui va se développer, qui va devenir un adulte, en étant déjà quelqu'un à haut risque, ou quelqu'un pour laquelle il y a RAS, rien à signaler. Le ministère de l'Éducation dit que c'est pour prévenir l'échec scolaire. On va peut-être pas lui dire qu'il est à haut risque, mais en tous les cas, essayer de déceler peut-être des difficultés déjà. Est-ce qu'il y a une alternative? Vous proposez une méthode alternative? Alors, la question de la prévention, c'est qu'actuellement, telle qu'elle est conçue, elle est prédictive. C'est-à-dire que l'on va décider que tel enfant est en difficulté au bout d'un certain temps, et on va mettre en place tout un entraînement, qui est d'ailleurs prévu par cette proposition de M. Châtel, où on va faire une espèce de formatage hâtif et dont on sait qu'il n'est pas opératoire. En revanche, il me semble que ce qui pourrait être intéressant, et là on dispose de quantité de travaux à ce sujet, il serait intéressant de réfléchir à ce qui fait empêchement à un certain nombre d'élèves à entrer dans les apprentissages scolaires, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que des enfants de 3 ans, certains en tout cas, et particulièrement ceux issus des classes populaires, parce que c'est là que ça se passe quand même. Quels sont les facteurs qui font que généralement ce sont des enfants qui ont du mal à passer de ce que l'on appelle une socialisation familiale et une socialisation scolaire, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans leur milieu familial
en connivence culturelle avec les manières de faire et les manières de dire scolaires. Par exemple, un peu étranger dans l'enceinte de l'école. Voilà, c'est exactement ce mot-là. C'est un milieu étranger et ils doivent en apprendre les codes, le langage, les modes de fonctionnement, etc. Alors ça passe par des choses tout à fait ordinaires, du type par exemple à 3 ans apprendre que pour parler il faut d'abord se taire, de façon à ce que la parole puisse être ouverte et possible. Et c'est aussi découvrir que l'on va s'intéresser à des choses étranges auxquelles on ne s'était jamais intéressé dans sa vie. Par exemple, découvrir que un mot comme, je sais pas, le mot camembert par exemple, on peut dans certaines situations l'associer à pantalon, alors que ça n'a rigoureusement rien à voir avec ça dans la vie quotidienne, alors que le lendemain, on va l'associer à camion, parce que vous voyez que là, une fois on travaille sur les syllabes. Et donc, c'est toute cette étrangeté-là qui fait que des enfants rencontrent des difficultés, et ce n'est pas pour autant qu'ils sont en difficulté. Ce qui est gênant dans la manière dont les choses sont abordées, c'est qu'il y a une stigmatisation des personnes qui sont rendues responsables, voire coupables de leurs propres échecs, de leurs propres difficultés. Or, je vous dis, c'est le rapport à ce qu'est l'objet scolaire qui pose problème, et les mouvements pédagogiques, les mouvements de recherche ont des quantités de propositions à faire, on les connaît, pour que ça se passe autrement, et c'est à l'œuvre déjà dans pas mal d'endroits. Et vous dites que l'enfant doit rester au centre évidemment de toute l'attention, et en particulier ces enfants-là qui peut-être peuvent se sentir parfois un petit peu mis à l'écart. Donc c'est ça le plus important, l'attention portée à l'enfant. C'est l'attention portée à l'enfant, aux enfants, et l'attention portée à ce qui va leur permettre d'entrer dans les apprentissages avec cette idée, et elle n'est pas du tout portée par le projet, me semble-t-il, de M. Châtel, cette idée qu'ils sont tous capables de réussir d'où qu'ils viennent. Voilà, et je crois que ça, c'est fondamental. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Christine Passerio. Merci d'avoir été notre invitée. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur Public Sénat dans un instant. Une nouvelle émission intitulée La politique, c'est net, présentée par Caroline Deschamps. Je vous souhaite une belle et douce soirée sur Public Sénat. Bonjour à tous, bienvenue à bord de La Politique c'est net, le nouveau rendez-vous de Public Sénat sur l'actualité politique, version numérique. Tous les 15 jours, je vous propose de prendre le pouls des débats qui agitent la planète web, de décoder les stratégies des candidats sur le net. En 2 mots, je serai tout tweet pour rendre compte de vos conversations citoyennes sur les réseaux sociaux. Au menu de ce premier numéro, retour sur la primaire socialiste vue du net. Les membres très privilégiés du club des gazouilleurs, experts, blogueurs, tweetos, nous livreront leur regard sur la façon dont les 6 candidats ont développé leur stratégie numérique. À suivre, le candidat 2.0. Avec notre partenaire Image et Stratégie, nous vous dévoilons tous les 15 jours le top flop des candidats à la présidentielle. Qui accédera aujourd'hui à la première place du podium? Réponse dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est l'heure du Weborama, la revue du web subjective et néanmoins impartiale. Les vidéos, les buzz et les initiatives citoyennes passées au scanner par Tam Motranui. Certes, tout le monde n'est pas obligé de connaître DJ Mehdi, encore moins de savoir que cette figure respectée du hip-hop français a disparu début septembre. Mais en interrogeant les ténors de l'UMP, a fortiori lors de leur convention sur la culture, les journalistes street press n'en attendaient peut-être pas tant. D'abord, il y a ceux qui admettent ne pas savoir qui c'est. Je connais pas DJ Mehdi. Ceux qui se raccrochent aux branches en citant un tube des années 90. J'aime bien Ménélique, elle te dira bye bye, je sais pas quoi, un truc comme ça. C'était assez marrant. Non, je te dirai bye. Aïe aïe aïe, Benjamin Lancard, c'est Vermont Ringard. Mais la palme revient à Christine Albanel, l'inénarrable ex-ministre de la Culture qui n'en loupe pas une. Toutes mes félicitations, on est à Didier Mehdi, nous sommes de tout cœur. DJ Mehdi. Hein? DJ Mehdi. DJ Mehdi.